Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Yo, tu veux que je fasse quoi? Je repars du début? Pardon. Allez, c'est reparti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs. Petit false start de mon côté pour démarrer l'émission puisque je n'avais pas enlevé mon bouton mute. Un programme un peu particulier aujourd'hui puisque nous n'avons pas joué le week-end dernier puisque nous étions en bye week du fait de notre première place de la conférence AFC. Donc on va quand même revenir sur le match. Donc il y avait peu de podcast semaine dernière. On va quand même revenir sur le match d'il y a 2 semaines rapidement contre les Broncos. Pas grand-chose à dire. Une défaite 38-0 avec certains joueurs dans le 4e quart-temps dont je n'avais jamais entendu parler. Ensuite on parlera un peu du week-end de wildcard qui s'est déroulé samedi, dimanche et lundi, avec pas beaucoup de surprises, mais quelque chose à commenter. Et surtout, ça nous a donné notre adversaire de samedi, donc les Texans qui reviennent à Arrowhead un mois après, cette fois-ci pour le Divisional Round. Donc un programme dense et chargé. Du coup, je ne pourrais pas faire tout cela tout seul. Donc j'ai toujours avec moi mon acolyte numéro 1, il est là qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse moins 15 à Kansas City, c'est Johan. Salut Johan. Est-ce que tu m'entends là? J'ai fait Jawad Taylor aussi. J'ai mon micro qui s'est déconnecté. Je ne sais pas pourquoi mon ordi me fait chier avec ça en ce moment. Il ne me reconnaît pas. Dès que je mets mon micro en mute, hop, il se coupe et je n'ai plus accès à mon micro. Donc, je suis obligé de le redéconnecter. Je suis désolé. Bonjour Emilien, comment tu vas? Ce problème de false start, on fait Jawad Taylor bis, incroyable. Ah ouais, là, on est un peu de mal au démarrage aujourd'hui, mais bon, ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on n'a pas eu de podcast, c'est pour ça. Ça va mon Yo du coup? Bon, ça va très bien, pleine forme. Formidable. Et du coup aujourd'hui un petit nouveau, on a recruté un petit free agency, on est comme un petit free agent, pardon, on est comme les Chiefs, on prend des wide receivers qui sont disponibles et qui sont talentueux et qui veulent avoir une bague. On l'a jamais eu encore eu dans le podcast, mais je crois que Yo le mentionne à peu près chaque semaine quand on parle de Xavier Worthy, donc il est avec nous aujourd'hui, c'est Elvin. Salut Elvin. Salut les gars. Salut les gars. Pas de false start pour moi, ça va? Non, c'est bon. Je viens en swing tackle. Je vois qu'il y avait besoin d'aide sur les false start. C'est la fin de saison. On est un peu sur les rotules là. Ça a été compliqué le début. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a que pour les Chiefs qu'on siffle les false start. Pour les autres, ça passe. Bon, Elvin, tout d'abord, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Ça fait quelques temps que
Elvin est avec nous sur le groupe WhatsApp, donc Museo le mentionne souvent, et comme Hugues aujourd'hui est questionable pour le podcast, du coup on l'a remplacé par Elvin. Donc bienvenue à toi, merci d'être avec nous. Et donc, merci beaucoup. Alors j'essaierai de faire pas aussi bien que Hugues, mais de tutoyer les étoiles, ça serait un rêve. On n'a pas de doute, on recrute que les meilleurs. Du coup, c'est parti, on va parler rapidement du match des Broncos. You gotta fight for your right. Believe it, baby, I'll see y'all next year. You gotta fight. Du coup, donc le match des Broncos, donc c'était pas ce week-end, pas le week-end dernier, c'était le week-end d'avant, donc c'était pour la dernière semaine de saison régulière. Un match où on avait reposé une grande partie de nos titulaires et qui a été une véritable boucherie, hein, on va pas se mentir, 38-0, 98 yards total, je crois. Bref, ça a été un peu comme un pre-season, mais contre une équipe de... Nous, on était en pre-season quand eux étaient en mode playoff. Donc ça a fait un petit peu mal. Ils ont même pu reposer Bonix dans le dernier quart-temps. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Du coup, écoute, à tout seigneur, tout honneur, Elvin, comme c'est ton premier podcast, qu'est-ce que tu veux dire un peu sur ce match? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué de tirer des enseignements d'un match comme ça, je trouve, parce que tu voyais vraiment que les gars étaient là pour ne pas se faire mal. On avait les playoffs en ligne, on n'avait absolument rien à jouer sur ce match. Peut-être donner de l'expérience à des jeunes, notamment dans la ligne offensive. On a vu par exemple Somateya qui avait eu un début un peu, un échec, on peut dire, en tackle. Là, on l'a vu jouer garde. Est-ce que ça allait un peu mieux? Je ne sais pas. On a vu les autres draftees qui s'en sortaient pas trop mal. Je crois Nourzad, il me semble, a pas été trop mauvais. L'autre, le garde Holy Cross, université improbable, je ne le connaissais pas, qui lui a eu un petit peu plus de mal. Je crois que c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais non, moi je retiens quand même, je retiens mon petit poulain, Nico Remirio, qu'on a quand même vu. Je trouve que c'était le seul qui était intéressant en fait. Il arrivait malgré le jeu de Carson Wentz, qui était quand même pas... Bon, on en parlera peut-être un petit peu là, mais j'ai trouvé que Carson Wentz avait régressé par rapport à ce que j'avais en tête de lui des dernières années. Là, elles n'étaient pas dans le bon timing, elles n'étaient pas bien placées. Enfin, je trouvais que c'était compliqué. Malgré tout, j'ai trouvé que Nico Remirio, qu'on a plutôt l'habitude de voir en retourneur chez nous, là, il a un peu... on voyait que s'il y avait un à voir en attaque, c'était lui, je trouvais. Oui, c'est vrai que ça a été le seul. Ça a été notre meilleur receveur du match avec 2 réceptions pour 48 yards. Mais il fait un joli catch à une main en début de match. Et effectivement, ça a été un peu la seule, le seul, j'ai lueur d'espoir, non, mais le seul rayon de soleil un petit peu dans ce match qui a été vraiment un calvaire. Yo, ton avis sur le match? Non, il n'y a rien à en tirer de ce match. Il y a pas. Moi, le seul truc que j'avais dit, je dis si les backups n'ont pas capables de jouer, ou les backups ou les sur-backups, comme on veut les appeler, je ne sais pas comment on peut les appeler, ne veulent pas jouer ce match-là à fond, c'est qu'à un moment, c'est qu'ils ne veulent pas leur place en playoff. Donc, on a bien vu la différence de playoff et puis du moins d'équipe en saison régulière et les backups n'ont clairement pas leur place dans l'équipe titulaire. Quand tu vois que tu prends un 35-0 par les Broncos, je trouve que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mais après, voilà, peut-être c'est un consigne du coaching staff. Les Broncos étaient en mode playoff parce que de toute façon, eux, il fallait absolument qu'ils gagnent pour aller en playoff, parce que les Bengals savaient gagner. Donc, ils n'avaient pas le choix à l'erreur, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Voilà, ils ont fait leur match, tant mieux pour eux. Bonix a fait un match complet contre nous, peut-être le meilleur match de sa carrière en NFL et de toute sa saison. On ne peut pas lui enlever ça, même si c'était les backups ou les sur-backups, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je le répète, mais on peut dire que voilà, le match, lui, il l'a fait, il l'a joué à fond et il a récité sa partition complète de A à Z, c'est le cas de le dire, et il l'a très bien fait, que ce soit contre des backups ou que ce soit contre des titulaires. Le mec, il a été bon tout le match, même s'il y avait moins d'opposition, ce qu'il a fait, il l'a très bien fait, parce que je crois qu'il fait
si je me trompe pas. Je crois qu'il rate 3 ou 4 passes dans le match, quoi, maximum. Donc voilà. Donc non, bravo à lui, bravo aux Broncos. Ils ont fait le match complet. Je vais dire vite fait ce que m'a dit Hugues, et puis on va faire court. De toute façon, sur les Broncos, il n'y avait pas un grand intérêt non plus à débriefer longtemps ce match. Voilà, concernant le match des Broncos, Hugues m'a dit donc on n'a rien montré on n'a rien montré du tout avec un jeu hyper basique. Spaniolo n'a quasiment pas envoyé de blitz, peut-être 2 grands max. Aucune volonté de se blesser pour nos backups. Je pense que ce jeu est hyper basique, avec clairement pour but ne rien montrer du tout face à une équipe que tu pouvais éventuellement rejouer la semaine prochaine, bien évidemment. Il y avait aussi la volonté d'envoyer une équipe avec une défense plutôt costaud face aux Bills dans le but de forcer les Bills à ouvrir leur cahier de jeu dès les wildcards. C'est ma théorie. Voilà la théorie. La théorie d'envoyer une grosse défense contre les Bills pour qu'ils aient besoin d'ouvrir le cahier de jeu. Bon, raté pour les Bills parce qu'ils ont déroulé, ils ont écrasé les Broncos du coup. Ouais, du coup, les Broncos, on va en parler dans la deuxième partie, mais effectivement, Bonix, ça lui a pas trop porté chance de faire son meilleur match contre nous. D'ailleurs, ils se sont fait absolument écraser par les Bills. Moi, par rapport à ce match, je serais un peu moins dur par rapport au backup, parce qu'il y a une différence entre tu as 10 titulaires, tu es un backup, tu rentres, tu es quand même entouré de mecs qui savent ce qu'ils font, et là, tu jettes 11 mecs qui jouent jamais ensemble, qui sont tous des backups. C'est quand même vraiment différent. J'ai lu quelque part disant les remplaçants des Chiefs sont complètement nuls. Je dis non, les mecs vont jamais jouer à 11 mecs qui ont jamais joué ensemble. Non, mais on est d'accord. Mais ça, par moment, tu avais l'impression que les mecs étaient là pour juste être là. Et moi, ça me dérange. Je pense que si, ils voulaient pas se blesser parce que eux aussi, mine de rien, bien évidemment. Ils n'avaient rien à gagner sur ce match. De toute façon, c'est pas parce qu'ils t'avaient fait un bon match aujourd'hui que tu allais remplacer, que tu allais sortir un titulaire de l'équipe, tu vois. Non, mais bien sûr, non, mais tout à fait d'accord. Mais il y a quand même eu des apparitions. Il y avait des Léo Chenal qui étaient sur le terrain. Il y a quand même eu des joueurs quand même titulaires de temps en temps quand même, ou qui sont parfois qui rentrent beaucoup dans le jeu avec Spaniolo. Bon bah là on a clairement pas vu, mais voilà, il n'y a pas d'enseignement à tirer sur ce match parce que voilà, comme tu dis, les mecs s'ils peuvent être présents pour les playoffs, le but c'est de pas se blesser puis d'aller accrocher une bague en NFL. Voilà, il y a tellement peu qu'ils puissent l'avoir. Donc quand tu es dans le coaching staff de Kansas City, du moins dans le roster de Kansas City, tu fais tout pour essayer d'aller au bout au maximum, même si tu es remplaçant toute la saison et que tu rentres 2 minutes ou 4 minutes par-ci par-là, ben c'est pas grave, mais au moins tu es là. Mais voilà, moi je me trouve, je pars du principe que tu dois gagner ta place, tu dois montrer, si tu veux jouer les wildcards, tu dois quand même montrer un petit truc en plus. Je pense que voilà, c'était la meilleure façon de montrer quelque chose. Et ben après, peut-être des consignes aussi après. Hein. On ne sait pas, mais quand tu vois l'interview, la conférence après match de Andy Reid qui dit « Oh, j'ai vu des belles choses », ça sent vraiment la langue de bois. Tu sentais vraiment qu'il leur avait dit « Les gars, vous y allez tranquille, il n'y a rien à jouer, vous inquiétez pas ». Parce que le problème avec ces matchs-là, justement, où c'est des matchs un peu où tu joues presque ta carrière pour des mecs qui ont besoin de visibilité, c'est que des fois, ils se jettent corps et âme. Et c'est là qu'ils se blessent, quoi. Combien de mecs on n'a pas vu se blesser en pré-saison parce que les gars, ils jouent leur vie, en fait, quoi. Ils savent que c'est le moment où on va les voir, on va les regarder. Là, il leur a peut-être dit, vous inquiétez pas, les gars, on aura besoin de vous. Je sais pas. Bien sûr, non, mais bien sûr. Puis Andy Reid, il va jamais dire que ces joueurs, il va jamais les pousser sous le bus. Hein, on est d'accord, Claire. Et puis c'est pas le but. Là, le but c'est de garder le groupe focus. Et puis voilà. Mais il n'y avait vraiment rien à jouer. De toute façon, il y avait que des coups à prendre. Ouais, et puis de toute façon, on avait aussi peur des Bengals qu'on voulait aussi absolument éliminer. Donc bon. C'est surtout ça. C'est quand même. Après, je pars pas de ce principe-là. Moi, vous savez comme je suis. Hein, mais après, voilà, dire est-ce que les Bengals auraient fait mieux que les Broncos? Je ne sais pas. Non, les Bengals, il fait peut-être qu'ils gagnent un peu avant. Il fait peut-être pas perdre les Patriots en première journée. Ça aurait peut-être aidé. Non, mais c'est pas la fin. C'est pas à la fin. Salut les fans des Bengals qui nous écoutent. Non, mais on est clair, c'est pas à la fin que tu commences à jouer. Voilà, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux à un moment donné. Voilà, là-dessus, on va pas non plus leur dire. Non, mais le niveau des commentaires, notamment d'analystes, genre Robert Griffith Jr.,
des niveaux, mais de dire limite c'est la faute des Chiefs si les Bengals n'allaient pas en playoff. Je veux dire, les gars, ils ont quand même joué 18 matchs. Oui. C'était avant que tu dois te qualifier. C'est pas si gagné à Arrowhead, ça leur aurait aidé, quoi. Enfin bref, c'était vraiment d'un niveau parfois. Je fais un petit coucou à Adam qui est avec moi le lundi sur la sideline. Il fait Mahomes, il a donné les consignes parce qu'il avait peur de Burrow. Si Mahomes a peur de Burrow. Ça fait depuis 2021 que Burrow l'a pas battu. Donc à un moment donné, les gars, 2021. C'est magnifique. Il y a vraiment des gens qui se construisent des trucs dans leur tête. Mais c'est fou à quel point les Chiefs maintenant obsèdent tout le monde. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, bref, c'est magnifique. Mais bon, il y a un arbitre qui a été causé à un joueur à Josh Allen, mais par contre, il ne faut rien dire. C'est tout à fait normal. Ça avait été dans l'autre sens. Je n'ose même pas imaginer l'état de Twitter. Ça aurait été. Elon, il aurait été obligé de faire un nouvel update ou un match-up, ça aurait explosé. Là. Mais j'ai charrié Pierre, je l'embrasse. J'ai charrié Pierre toute la semaine avec ça. Et j'ai arrêté parce que voilà, je l'ai trop charrié avec ça. Mais voilà, c'était sur la pointe de l'humour, hein, moi, parce que j'en prends pas. Vous savez très bien que moi, les arbitres. Chaque semaine, je vous répète à chaque fois la même chose. Donc, bref. Emilien, fais la petite promo quand même pour le compte X Twitter. Voilà, le hashtag HBTCFR est présent maintenant sur Twitter. Voilà, on a créé le compte du podcast. Donc, n'hésitez pas à nous follow. Donc, vous aurez la description. Je vous mettrai la description pour ceux qui écoutent en podcast, vous aurez le lien en description. Et pour ceux qui regardent en vidéo, n'hésitez pas à regarder. Voilà, ça défile. Voilà, le bandeau défile. C'était juste un petit aparté. Je fais la petite promo parce que ça fait 15 jours qu'on l'a ouvert. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. Tu as bien raison. Et tu es meilleur que moi pour la promo. Et si vous regardez en vidéo, vous pouvez constater que non, je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur, mais ça va venir. J'attends je sais pas ce que j'attends, ça fait trop longtemps. Bref, du coup, on va passer à la wildcard. Peace Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Il est meilleur que Taylor. Moi, je vous le dis au niveau de la chanson, il est meilleur que Taylor. Pendant que Travis reposait ses cordes vocales ce week-end, les autres équipes se décidaient qui allait jouer en divisional. Globalement, on va en parler, mais globalement, ça a été un week-end de match dans l'ensemble assez décevant, j'ai trouvé. Principalement des matchs à sens unique. Moi, je ne suis pas un grand fan de façon de cette nouvelle, qui n'est plus si nouvelle formule, mais de une seule équipe en bye avec le 7e qui joue contre le 2e. Pour moi, il n'y a pas 14 équipes qui méritent d'aller en play-off. Il y avait vraiment le gap est trop grand et ça sert vraiment à rien. Enfin, c'est se faire plaisir en rejetant des matchs et plus de pognon de ça, je comprends la logique, mais honnêtement, je trouve que d'un côté, ça donne un avantage trop grand à celui qui finit premier parce que c'est le seul de chaque côté. Alors, nous, évidemment, ça nous arrange dans ce cas-là, mais et je trouve que les matchs, honnêtement, on l'a vu encore ce week-end, l'écart est trop grand, quoi. Enfin, entre le 7e et le 2e. Il n'y a pas 14 équipes qui doivent aller en play-off, quoi. Bon, bref, mais moi, j'ai des joueurs qui m'ont déçu sur ces play-offs, faut être clair, dont un quarterback que j'estime énormément et qui fait toujours des saisons régulières et qu'on a toujours dit, s'il a une équipe autour de lui, il peut faire des choses de bien. Mais c'est Justin Herbert. Il m'a énormément déçu sur ce match. Et pourtant, voilà, eux, c'était pas le 7e seed, mais ils m'ont, les Chargers m'ont déçu. Le match le plus accroché, c'était le Commanders Bucks et il était cool, quoi. Et je suis déçu pour Baker Mayfield parce que la seule petite erreur qui fait que dans le match, le match bascule, ça coûte le match. En plus, ça se fait au 4e quart-temps, en fin de 4e quart-temps et tout. Donc, bref. Et puis, par contre, voilà, Jaden Daniels, au talent de son, vraiment mais c'est un bon mot à le voir jouer. Et le mec, il a aucune pression. Et j'ai adoré. Les Vikings, qui nous font des Vikings. Voilà, j'espérais avec Léo qu'ils ne choquent pas comme contre les Giants il y a un petit moment. Mais là, ils ont rechoqué contre les Rams. C'est incroyable. Les Packers, pareil. Jordan Love qu'on met avec des contrats de folie. Mais quand tu vois le match qu'il fait en wildcard, mais c'est catastrophique. Et puis il y a Matt Lafleur qui est toujours là. Bon, bref, les Steelers, on ne sait pas où ça va devenir. Ils n'ont plus de QB, donc les QB sont free agents à la fin de saison. On ne sait pas ce que ça va donner.
Bref, il y a rien eu de bien, je trouve. Ça a été assez décevant. Je suis d'accord avec toi, mis à part le Bucks Commanders. Les Steelers, moi, j'y croyais pas une seconde. Je l'avais dit dans le podcast quand on avait les Chargers. Je sais que les 2 fans des Chargers disaient les Steelers avec leur grosse défense et tout. J'y croyais pas un instant. De toute façon, ils font toutes les ans la même année. Ils s'écrasent en playoff. Donc, globalement, ouais, assez décevant. Rams to the Super Bowl, hein, encore une fois. Tu l'annonces depuis longtemps. Et là, le match après, c'était le. Moi, je croyais aux Bucks, tu vois. Il va avoir raison. Je croyais aux Bucks, tu vois, le Bucks Eagles, j'aurais bien voulu le voir parce que c'est vraiment la kryptonite des Eagles. J'aurais bien voulu voir un Bucks Eagles, mais tant pis. Mais le Rams Eagles, il va aussi être sympa. Elvin, t'en as pensé quoi, toi, du coup, de ce week-end? Ouais, je suis d'accord avec votre constat. Bon, il y a eu des réponses aux questions que certaines franchises pouvaient se poser. Je pense par exemple aux Vikings. Bon, du coup, voilà, le Sam Darnold, l'histoire était belle. Il fait quand même une excellente saison. Enfin, moi, je dis pas juste une très bonne saison, j'ai une excellente saison. Vraiment, je l'avais trouvé très très fort. Mais là, bon, il a choke. Donc, on sait quel plafond ils peuvent avoir avec leur QB. On sait, voilà, on a vu la limite, quoi. Donc, maintenant, à voir si le rookie peut faire mieux. Mais voilà, il y a eu ce genre de réponse. Et puis, ouais, impressionné quand même, comme tu disais, par Jayden Daniels, quoi. Le mec, il arrive, rookie, pas peur. Enfin, il assure. Je trouve qu'il prend les bonnes décisions, bon timing. Moi, c'est un rookie qui va me faire assez peur. Enfin, c'est un joueur qui va me faire peur, du coup, c'est quand il est à ce niveau-là dès son année rookie, quoi. Je pense que ça peut être. Alors que, rappelez-vous, en off-season, les Commanders, ils se débarrassent de tous leurs joueurs. On dit, mais ça va être une boucherie cette année. Et non, ça tourne, quoi. Bon, ils ont quand même des trous. Ils ont quand même des trous. Ils ont des trous, d'accord. Mais ils ont des trous. Mais les mecs, ils arrivent au divisional, quoi. Donc, impressionné par les Rams. Non, puis, ouais, de toute façon, Sean McVay, de toute façon, il n'y a pas à dire. Mais les joueurs aussi, hein. Je ne parierai pas contre lui. Ouais, mais c'est Sean McVay aussi qui met tout en place pour les joueurs, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Non, et puis ils ont bien drafté, mine de rien, avec ce style de Puka, ça leur transforme leur franchise. Hein. Parce que, tu vois, Cooper Kupp vieillissant, blessé, on se dit, bon, est-ce que ça va durer? Là, il se trouve que du coup, il est un petit peu moins utilisé. Donc, il court toujours pas mal de tracés, mais il fait moins de réceptions. C'est pas forcément ton receveur numéro 1. Donc, du coup, il prend moins de coups. Quand il se fait plaquer, il est meilleur, quoi. Donc, la double menace entre les deux et puis et leur running back qui est très fort aussi. Moi, il me faut. Et la défense. La défense, encore une fois, super draft, quoi, avec Jared Verse. Bon, ça. Non, c'est une équipe qui me fait peur. Ils arrivent chaud au bon moment. Et ça, c'est jamais bon parce que normalement, c'est nous qui faisons ça. Et ça, c'est jamais bon quand. On n'a encore pas joué. On va pas dire, on n'a encore pas joué. C'est vrai. Non, mais Jalen Daniels, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est de l'autre côté. Donc, si on le retrouve dans les matchs qui comptent, c'est au Super Bowl. Donc, ça va. Pour une fois qu'il n'y a pas un super quarterback qui est en AFC, tu vois, je suis très content. Ouais, après, notre division, pour le coup, elle a quand même pris un sacré coup d'amélioration parce que mais moi je m'attendais à ce que on sans être trop présomptueux, mais qu'on marche sur la division pendant encore 2-3 ans. Et là, de voir dès la première année Bonix qui quand même il fait une bonne saison. Enfin, il est presque dans la conversation pour être rookie offensif de l'année. Tu sais comme c'est, Elvin. Après, regarde CJ Stroud, il a un peu plus de mal cette année. Bon, la O-line ne tient pas, tout ça. Laissons le temps de venir et on verra ce que c'est. Mais oui, mais ça pourrait. Du coup, si on a une division aussi à relever, ça nous permettra aussi de nous mettre un peu plus aussi. Exactement. Un peu plus au feu de temps en temps et c'est bien aussi. Hein, c'est pas mal non plus. Hein. Non, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien d'apporter un petit peu. Après, bon. C'était quand même sympa de gagner la division. Moi, s'ils restent tous nuls, ça me va très bien. S'ils font pas des Raiders à 4 victoires par an, ça me va très bien. Non, mais Broncos Chargers, j'ai pas spécialement grand-chose contre eux, à part que c'est nos rivaux. Voilà, mais bon, ils ont des bons fans. Bon, les Raiders, ils ont des bons fans aussi, mais s'ils peuvent rester au fond du gouffre, ça me va. T'inquiète pas, vu ce qu'ils font, je pense qu'on est tranquille pour un moment. Ok, très bien, allez. Par contre, Bonix, moi, ça sera mon. Après Rams Super Bowl, Bonix is the new Mac Jones. On en reparlera, mais moi, je vous le dis, tout le monde s'emballe sur lui. Pour moi, je le vois exactement à la Mac Jones. Première année, il fait quand même. Ouais, mais il est quand même meilleur que Mac Jones quand même. Hein. Rappelle-toi, Mac Jones, la première année, il emmène les Pats au Super Bowl. Tout le monde était comme des oufs. Qui ça?
Pas au Super Bowl, En playoff. playoff, pardon, ils se font démonter par les Bills, exactement comme Bonix. Tout le monde dit ah c'est bon les Pats, ils ont trouvé le quarterback du futur, machin, ta. Pour moi c'est le même un peu type de genre. Je peux me planter évidemment, hein, mais bon. Bien sûr. C'est le but du podcast, c'est de balancer un peu des. Voilà. C'est pas les premières saucisses. Bonix, c'est le futur Mike Jones. C'est pas les premières saucisses qu'on balance. Non, exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur le week-end du coup, pardon, j'ai oublié de dire. Donc, du coup, on prend les Texans parce que les Texans donc, ont tapé les Chargers 32 à 12. Donc, on a parlé, Yo, un match catastrophique de Justin Herbert avec 4 pics lancés. Et les Bills ont éclaté les Broncos 31-7. Les Broncos, un premier drive incroyable. Je pense que sur le premier drive, on s'est tous dit oh la clim. Oh alors, la clim. Peut-être. Oh la clim. J'ai envoyé le message dans le groupe. Oh la clim. Derrière, ils ont remis le chauffage parce qu'il ne s'est plus rien passé. C'est clair. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend les Texans ce week-end. Vous voulez rajouter un truc, les copains, avant qu'on passe au match? Non, je me dis juste que peut-être que si les Chargers avaient eu le bon receveur, ils seraient peut-être allés plus loin. Mais bon, ils ont choisi McConkey, tant pis pour eux. Ouais, il fait un sacré match. 196 yards, le mec. 196 yards sur le match. Ça n'a rien à voir. Allez, c'est pas grave, on continue. Ça marche. Du coup, on va passer au match de samedi. Oh putain, je suis comme un ouf. Je captais pas, j'étais au resto, j'allume mon téléphone, je vois toutes les infos. Oh là, je suis comme un ouf. Oh, je suis comme un fou là. Oh purée. Oh là, magnifique. Oh purée, quel bonheur. Quel bonheur. Effectivement, quel bonheur. On espère le même cri de joie samedi soir aux alentours de quoi? Il sera 1h en France, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Donc le match est à 3h30 heure de Kansas City, donc 10h30 heure française. Donc on est les premiers à jouer, ce qui est pas mal. Je trouve que c'est mieux quand tu commences à jouer parce que si ça se passe bien derrière, le reste du week-end, je vais être comme ça sur mon canapé et je vous dis pas en plus ils finissent quand même avec le meilleur match du week-end. Hein. Le Bills-Ravens, il est incroyable. Donc voilà, ça va être si ça se passe bien samedi pour nous, ça va être un très beau week-end. Du coup, donc, comme je l'ai dit, on prend les Texans. Donc, on a joué il y a à peu près, il y a exactement un mois en fait. Hein, c'était le 21 décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Avec la grosse blessure de Tank Dell. Donc, un match qu'on avait gagné 27-19. On avait plutôt fait un bon match, plutôt solide. On a mis pas mal de pression sur CJ Stroud, qui avait notamment lancé 2 interceptions. C'est un match qu'on avait dominé et qu'on avait gagné au final sans trop de problèmes. Bon, ils avaient aussi eu cette grosse perte, comme tu l'as dit, de Tank Dell, qu'ils avaient un peu tous sortis du match parce que c'était quand même assez choquant. Le pauvre se fait exploser le genou en plus par un coéquipier, donc ça avait un peu tué le momentum. Bon, on va pas se mentir. Tout autre résultat qu'une victoire ce week-end, peu importe la manière, serait une déception absolument énorme. Sans être arrogant, tout ce qui nous intéresse, c'est la bague. Mahomes n'a jamais fait moins bien qu'une finale de conf. Ceci étant dit, c'est un bon adversaire, c'est quand même une bonne équipe qui est en playoff pour la deuxième fois de suite. Elvin, qu'est-ce que tu penses du match? Quelle est ton analyse et parle-nous un peu du match de samedi. Moi, je suis d'accord déjà avec les attentes. C'est que déjà, on va être d'accord, hein, cette année, soit c'est le three-peat, soit c'est un échec. Voilà. Pour moi, c'est maintenant à Kansas City, si tu as les attentes, tant pis, c'est comme ça. Pour moi, c'est le deuxième meilleur tirage qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire c'était Steelers en premier, s'ils gagnaient, et les Texans en deuxième. Je trouve que c'est un bon fit pour nous. Je trouve que ça nous réussit plutôt bien de jouer ce genre d'équipe. Les joueurs contre qui on doit défendre, on a la bonne équipe pour défendre contre eux. Leur défense nous aime pas trop. Et surtout, on les a joués au bon moment. C'est-à-dire que nous, on était déjà suffisamment à l'aise pour qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir trop le cahier de jeu. Eux, ils étaient encore en train de cracher pour quand même bien finir. Donc, du coup, on n'a pas trop révélé. Ils n'ont pas trop de vidéos sur nous. On va peut-être parler après du match-up de ce match-là, qui pour moi va être leur ligne défensive, qui est leur grosse force. On a vu ça pendant leur match, contre notre ligne offensive qui... quelle ligne offensive à voir. Et moi, peut-être c'est un peu
c'est peut-être un peu trop sûr de nos forces, mais je ne vois pas comment on peut perdre ce match-là. Pour moi, ce sera une victoire. Je n'arrive pas à le concevoir. Bon, je crois que dans les sites experts un peu nous disent qu'on a 22% de chance de perdre. Je trouve ça déjà bien trop haut. Je ne vois pas où sont les 22%. Enfin, une chance sur 5, non, pour moi, ça va être... Alors, comme tu disais, peu importe la manière, on va encore être critique, hein, mais moi, maintenant qu'on est en playoff, j'aimerais bien voir quand même au moins certains trucs. J'aimerais bien voir Patrick Mahomes bien protégé. Je reviens, mais pour moi, ça va être une des clés. J'aimerais bien commencer à revoir, à mon avis, hein, il va y avoir des gros changements, par exemple au niveau de l'utilisation des receveurs. Je pense que Worthy, qui tournait à 80% de snap offensif, va descendre un petit peu. Hollywood Brown, je pense, qui était à autour de 25%. C'est pas beaucoup, 25%, et déjà, rien qu'avec les 25%, on le voyait quand même déjà pas mal sur ces derniers matchs. Donc je pense qu'il va remonter, dans son utilisation va remonter. Et puis peut-être Hopkins aussi, notamment. Alors, je ne sais pas s'il sera au-dessus je crois qu'il est autour de 45-50%. Il sera peut-être un petit peu au-dessus, mais surtout, à mon avis, en red zone, on va le voir beaucoup plus. Parce que le premier match, rappelez-vous, il arrive, il met 2 ou 3 touchdowns, je crois. On a dit, OK, il y a un truc qui fonctionne avec Hopkins en red zone. On a vu ça, on le met de côté, on le garde pour plus tard. Est-ce qu'ils vont le sortir maintenant ou est-ce qu'ils le sortent plus tard? Je ne pense pas qu'il y ait on ait fait exprès de le faire moins jouer pour garder le pic. Je sais qu'il y avait cette idée-là. Moi, je ne pense pas qu'on ait fait exprès de le faire manger. Je pense juste qu'il a 32 ans et qu'on le fait pas, on le préserve. Mais par contre, je suis sûr qu'on a gardé des plays, notamment en red zone, pour les playoffs avec Hopkins. Et ça, j'aimerais bien le voir. Donc, allez, si on pouvait gagner avec la manière et en plus en ayant quelques satisfactions de ce côté-là, parfait, quoi. Ouais, pour Hopkins, je sais, effectivement, juste pour rappeler aux auditeurs, en fait, il y avait, par rapport au trade qu'on a fait avec les Titans, selon le pourcentage de snaps qu'il avait, on devait leur donner un 4e ou un 5e tour. Et du coup, comme il a joué, je crois que c'était moins de 50 snaps, on garde notre 4e, on leur donne seulement un 5e. Moi, je pense que c'est un mélange de deux. Je pense quand même que c'est entré en ligne de compte, surtout que on n'avait pas forcément besoin, comme on gagnait, etc., de le faire jouer plus. Et après, tu as raison, il a aussi 32 ans. Hein, bon, on sait comment c'est. C'est plus pareil que quand tu as 25. Donc, Yo, toi, quel est ton avis sur le match de samedi? Elvin a bien résumé le truc. Voilà, il va falloir que notre O-line tienne par rapport à leur D-line. Will Anderson, c'est le joueur qui est le plus dangereux chez eux, qui peut mettre pas mal le bordel sur certains plays. Voilà, mais normalement, comme dit Elvin, je vois pas. Alors après, un adversaire n'est jamais battu d'avance. Hein. On n'est pas underdog sur ce match et on est clairement favori. On va pas se mentir. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment voir des plays de play-off. Hein. Voilà, je veux voir vraiment des trucs qu'on est capable de faire et qu'on est capable de montrer. Aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est la meilleure attaque de Kansas City de l'ère Mahomes. Voilà, pour moi, il n'y a pas mieux au niveau cible, niveau tight end. Niveau running back aussi, on est quand même vraiment bien, je trouve. Franchement, là, voilà, on se donne les moyens d'aller faire ce repeat, ça c'est sûr. Savoir si on le fera, c'est une autre chose parce que c'est notre paire de manches. Hein. Il y a que 2 équipes qui vont au Super Bowl. Bien évidemment, ça serait une déception si on n'y va pas. Mais voilà, faut faire. Là, c'est le cas de le dire. Hein, c'est Diego Simeone qui le dit à Atletico, match par match. Prenons match par match. Et Kansas City est très capable de le faire. L'expérience est là. Mahomes, Andy Reid est là. Moi, je veux voir Spagnuolo défoncer l'attaque des Texans. Je veux que les Texans marquent pas plus de 10 points sur ce match. Et je suis sûr qu'on est capable de le faire. Voilà. Je veux vraiment voir un Spagnuolo au sommet de son art. Quitte à faire ce qui passe encore plus d'interviews parce qu'il y en a de grandes chances peut-être qu'il s'en aille. Hein. Voilà, faut être clair. S'il s'en va, tant mieux pour lui. Hein. Mais voilà. Et si on va au bout et qu'on fait le repeat, à un moment donné, de toute façon, il faudra bien renouveler à un moment donné certaines choses à Kansas City. Même on y pensera à la fin de l'année. Et on dirait d'être très intelligent là-dessus. Moi, je fais confiance totalement à notre coaching staff. Je dis pas que les Texans me font pas peur, mais voilà, je préfère devant le match. C'est peut-être la première fois où je vais être tendu de l'année, vraiment tendu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué quand même. Ça se remet dans le contexte. On peut avoir un petit retard à l'allumage, peut-être, c'est possible.
Et j'ai envie de dire, si on est mené à la mi-temps, bah, c'est là qu'on est les meilleurs quand on revient, quoi. Parce que quand on est mené à la mi-temps, c'est souvent que Mahomes renverse les situations. Alors après, si on domine le match contre les Texans. Surtout contre les Texans, mais on l'a fait beaucoup de fois. On l'a fait un nombre incalculable de fois au Super Bowl, les Super Bowls remportés. On l'a fait toujours, on le fait aussi souvent en finale de conférence. Voilà. Mais là, j'ai envie de voir des choses et d'être dans le dernier quart-temps qu'on dit le match est plié. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Et voilà, les gars, voilà, c'est une journée de travail, comme dirait un certain Kiki. C'est une journée de boulot, les gars. Et voilà, mais voilà, faut pas sous-estimer. Il faut prendre les Texans n'ont pas montré grand-chose. Ils n'ont pas été bons en début de match contre les Chargers. Et il faut surtout pas qu'ils fassent ce début de match contre nous, parce qu'on risque de prendre, je pense, l'avantage assez rapidement. Par contre, voilà, il va falloir quand même rester focus dans le match, ne pas les relancer. Mahomes n'a pas fait d'inter depuis longtemps, depuis un petit moment ce coup-ci, donc il va falloir quand même rester solide sur ça. Et voilà, moi je veux voir des appels de jeu, je veux voir voilà, un Travis Kelce, je veux voir un Noah Gray, je veux voir Hollywood Brown, je veux voir voilà. Je veux qu'on marque au moins 4 TD sur ce match et ça m'ira très bien. Voilà, c'est ce que je veux, l'objectif. 4 TD, Patrick. Que ce soit à la course ou à la passe, je m'en fous, mais je veux 4 TD dans le match. Moi, je m'en fiche. Je veux juste qu'on gagne. Ça peut être moche. Je m'en fiche un peu parce que. On est capable de marquer 4 TD en étant moche. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais pour moi, le vrai gros match où il va falloir vraiment, ça risque d'être le week-end prochain. Encore une fois, sans manquer de respect aux Texans, ils ont une bonne équipe. Hein. Quand tu regardes quarterback, running back, tight end, receveur numéro 1, il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes dans la ligue qui peuvent dire qu'elles ont un meilleur quatuor. Exactement. Ils ont un super duo d'edge rusher. Ils ont quelques petits joueurs à la secondary qui sont aussi pas mal. Ils ont un coach qui est plutôt bon. 2 saisons, 2 fois les playoffs. Après, pour moi, c'est vraiment là où on doit prouver que c'est nous les patrons, quoi. C'est-à-dire que les Texans qui viennent chez nous en divisional, on gagne et il n'y a pas, it's not even close, tu vois. Pour moi, c'est vraiment là où on doit montrer que c'est nous les patrons, qu'on ne doit pas avoir peur du tout des Texans. Et pour moi, c'est pas du tout un manque de respect ou quoi que ce soit. Évidemment, tout à fait. Mais voilà, ça sert à rien aussi de jouer les faux modestes, à dire je sais pas. Effectivement, je suis avec toi. Je pense qu'en termes d'attaque, en termes de cible, de duo de running back, si on avait un bon left tackle, si on avait réglé le problème du left tackle, je pense que cette attaque, elle serait absolument intouchable, incroyable. On l'a vu les 2 derniers matchs. On a vu, excuse-moi Elvin, après je te donne la parole. On a vu les 2 derniers matchs, la O-line avec Joe Tuna qui est passé en tackle, alors on reviendra vite fait après, mais qui est passé en tackle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Mahomes, la sérénité qu'il avait dans sa poche les 2 derniers matchs, c'est les 2 derniers matchs qu'il a joués. Donc c'était les Texans et les Steelers. Et c'est pas des défenses de peintre, quoi, c'est des bonnes défenses, quoi. Donc il a réussi quand même à faire les matchs qu'il fallait. Voilà, il faut protéger Patrick, il faut éviter de le faire prendre trop de coups, comme on a vu en saison régulière cette année, quand même, et éviter la blessure, parce que c'est ça aussi qui peut faire basculer le match, hein, on va être clair. Mais voilà, mais si tout se passe bien et que tout le monde est à 100%, et puis j'ai envie de dire, Travis, c'est le moment de montrer que tu es le meilleur tight end de la ligue. Vas-y, mon gros, donne tout. Hein. Voilà, en mode playoff, quoi, comme l'année dernière. Exactement. Il se réveille, quoi. Exactement. Non, effectivement, vous parliez. Je ne sais pas si vous vouliez parler un peu de la ligne offensive. Si, vas-y. J'avais demandé justement si vous étiez en direct, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez Ouais, parce que j'ai vu qu'on avait eu cette question-là qui avait été posée sur le Twitter du podcast. Et du coup, moi, j'ai un petit peu réfléchi à la question. J'ai re-regardé les reps de Tunney. Déjà, on va quand même commencer par dire que c'est incroyable qu'un left guard, d'un seul coup comme ça, alors il avait déjà fait un peu dans le passé sur quelques snaps, mais d'un seul coup, tu lui demandes d'être left tackle et le mec joue avec ce niveau-là. Déjà, Joe Tunney est incroyable comme joueur, donc je trouve que c'est un des héros dont on ne chante pas assez les louanges. Je trouve qu'il est vraiment incroyable. Après, pour juger sa performance, je trouve que en fait, ça a été difficile d'être objectif parce que sa performance en tackle. Hein. Déjà, il a 3 starts, 3 feuilles de match où il débute en left tackle. Il joue face à Myles Garrett,
Will Anderson, Daniel Hunter et Highsmith, le mec des Steelers. Que ça pourrait être que des Pro Bowlers. Enfin, c'est presque que des Pro Bowlers, quoi. Oui, c'est pas déjà, Pipo et Bimbo, hein. C'est le cas de le dire. C'est ça. Donc déjà, quand tu évalues le mec en left tackle, tu te dis, bon, bah voilà contre qui tu tombes. Mais après, c'est aussi difficile à l'évaluer parce que mine de rien, en fait, le game plan avait quand même été modifié. Parce qu'il savait que Toney allait débuter et donc le game plan a été modifié. Patrick Mahomes a lancé avec le temps le plus court de la saison contre les Steelers. C'était 2 secondes 34 en moyenne pour lancer. Moins de 2 secondes 5 pour les Texans. Donc en fait, je crois que c'était pas arrivé depuis 2021 qu'ils lancent aussi rapidement. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un truc qui était prévu, tu vois. En plus de ça, on n'a pas demandé à Toney de jouer sur une île un peu, tu sais, un peu isolée, un peu plus loin du garde. Il était plus proche de Caliendo. Et en plus de ça, on lui a apporté un peu d'aide quand même. On envoyait des fois des tight ends ou des running backs en chip, tu sais, juste pour envoyer un petit coup à l'edge. Et donc, il avait quand même pas mal d'aide. Il y avait un game plan où Mahomes passait rapidement. Et puis, ça coïncide aussi, tu disais, vous avez vu Patrick Mahomes, il était serein. Ça coïncide aussi au retour de Hollywood Brown, qui peut séparer, qui peut créer de la séparation plus rapidement que les autres. Il a une vitesse équivalente à Worthy, mais il a des tracés plus courts et donc du coup il crée de la séparation assez rapidement. Donc en plus, faut pas oublier quand même que c'était le mec avec qui Mahomes avait fait toute la pré-saison. Toute la pré-saison. Ils avaient quand même une connexion qui s'était faite, quoi. Après, si on évalue, on essaye d'être neutre sur la performance de Toney en left tackle. Il autorise 14 pressions en 3 matchs. C'est moyen. Pour un garde, c'est incroyable qu'il puisse jouer left tackle, mais c'est moyen. Pour moi, le problème, en fait, il est surtout dans ce que tu perds en garde gauche. On a bien vu, oui, non, mais bien sûr. Que Caliendo, il a fait. Enfin, moi, quand j'ai vu le match, je me dis, oh, bon, ça va, il fait le taf. Bon, il laisse quand même passer 7 pressions, qui pour un garde est beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez vu passer la stat sur Toney, Creed. Il passe en plein milieu, quoi. Il passe en plein milieu, quoi. Mais quand c'est Toney, Creed et Trey Smith, ça passe pas. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Donc, ça, c'est tranquille. Lui, déjà, dans 3 matchs, il laisse passer 7 pressions. Et puis, et attention à leur defensive tackle. En plus, je ne sais plus, j'ai mangé son nom, mais leur defensive tackle au Texan, il peut aussi nous faire mal. Mais c'est surtout en run blocker, je trouve que là où il est vraiment moins bon. Et on a perdu notre jeu de course. Alors, volontairement, on l'a enlevé ou... Ouais, alors après, ça, je me demande si on ne l'a pas fait parce qu'on a utilisé énormément Karim Hunt. Et puis Pacheco revient de blessure, le temps de retrouver le rythme. Je me demande si on ne les a pas un peu protégés aussi, puis les laisser souffler un peu parce qu'on les a beaucoup utilisés. Surtout Hunt, on l'a à un moment donné, on voyait qu'il n'avait plus de jus, le mec. On voyait qu'il était cuit. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Je ne sais pas. Le problème, c'est que on va le voir. De toute façon, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite ce week-end. On va voir tout de suite les matchs, le début de match, comment ça va se dérouler, si notre jeu à la course revient performant ou pas. Parce que notre jeu à la course a été plutôt bon une bonne partie de la saison. Il était très bon en début de saison. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Mais tu remets ton All-Pro garde à son poste. Il va être All-Pro. Et tu mets un vrai left tackle. Alors, Humphries, du coup, en tackle. C'est aussi difficile de le juger parce que le mec, il joue 7 cartons, donc 4 avec à côté d'un rookie qui débutait en garde, quand même, à côté de Somatia en garde, et avec un backup QB qui a quand même tendance à garder la balle un peu trop longtemps, quoi. Donc, on a vu, il y avait des moments où il était quand même encore rouillé, il s'est fait battre rapidement, et c'est ça qui est un peu dangereux, alors que Toney ne se fait pas battre rapidement. Il bataille comme un chien, il recule, mais il ne se fait pas battre rapidement. Mais après, il y a eu des moments aussi, je trouve, où tu vois que c'est un vrai tackle, quoi. La longueur de bras, il peut vraiment repousser les edge rushers loin de l'arc, quoi. Et il a un kick step vachement plus fluide. Enfin, je te dis, ok, lui, c'est un left tackle. Donc, moi, je pense que Humphries va débuter le match. Si vraiment c'est compliqué, Andy Reid s'adaptera, je pense. Et je pense que les ajouts, Chris Jones qui va revenir aussi de blessure, qui avait un petit pépin au mollet. Et puis Jalen Watson, il revient pile au bon moment pour les playoffs. Et c'est incroyable de l'avoir à ce moment-là. Parce que tout le monde pensait que sa saison serait terminée. Et je pense qu'il va prendre quelques snaps ce week-end, même peut-être plus qu'on ne croit. Voilà. Là, effectivement, on n'a pas l'excuse des blessures, mis à part Rice qu'on a perdu pour la saison. Là, on récupère à peu près tout le monde. C'est génial. Du coup, moi, je suis d'accord avec vous.
La question que j'avais posée, c'est qu'est-ce que vous faites en tackle? Est-ce que vous commencez avec Tunney ou est-ce que vous commencez avec Humphries? Moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de dévêtir Paul pour habiller Jean. Il faut rester sur ce qui marche depuis 2 ans. Tunney, il est énorme en garde. Exactement. Son centre, là, il est tellement solide. Et Humphries, écoute, il est quand même left tackle. Il a eu 3 semaines là, pour se préparer, récupérer, etc. Exactement. Donc, et ça marche pas, on changera en match. Puis on a quand même 15 jours là où on n'a pas joué, quoi. Hein. Donc les mecs, ils ont pu préparer, etc. Exactement. Le gameplay, il doit être prêt là. Hein. De toute façon, on fait confiance à Andy Reid par rapport à ça, à tout le coaching staff. D'ailleurs, il joue vachement la carte du bluff, hein, Andy Reid. Il répond toujours pas à la question de dire on sait pas, on va donner des reps à tous aux deux. Moi, à mon avis, il le sait depuis. Mais bien sûr, semaines, bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il le sait. C'est un malin sous sa grosse moustache. Ok. Bon, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les copains, sur le match de samedi? Non, c'est tout bon. Si ce n'est qu'on du coup, le retour de Watson, moi, je plus 1 là-dessus parce que s'il joue, vraiment, on a. Et ça va libérer McDuffie. Ça va libérer McDuffie. Carrément. Du coup, ça veut dire qu'on pourra mettre McDuffie un petit peu dans le slot où a tendance des fois à se faire manger. Et tu mets Jalen Watson un petit peu. Alors, je pense qu'on va être plus en défense en zone, mais je pense que tu mets Jalen Watson des fois sur Nico Collins, ou même du coup, tu peux carrément. Il va peut-être prendre des flags, mais on ne prendra pas de TD comme ça, quoi. Ouais, on prend pas de TD. Et même Joshua Williams en man, il est très bon. En homme à homme, il est très bon. C'est en zone où il se perd un peu. Et puis Watson, l'avantage, c'est qu'il est plus grand que McDuffie. S'il a Dalton Schultz qui arrive dans sa zone, et ben au moins lui, il n'aura pas le problème de taille qu'a McDuffie face au tight end, quoi. Et comme ça, on n'aura pas à mettre Nazi Johnson et Shamari Connor ensemble sur le terrain en même temps. Les pauvres, c'est compliqué. Quand tu mets les deux en même temps, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Bon, je suis déjà stressé rien que de parler de ce match. Putain, c'est samedi, je sais pas comment on va faire. Moi aussi, oui. Vite fait, on fait vite fait les questions parce que j'ai posé un petit mot sur Twitter. Maintenant, on va faire un peu comme les autres podcasts. On a posé quelques questions rapides. Les questions et tout, excellent. From US2K, pardon. Carson Steele a-t-il un avenir chez les Chiefs et avec des partitions plutôt décevantes? Vous en pensez quoi, vous, Carson Steele? Vas-y, Alvin, si tu veux commencer. Alors, il a un avenir en fullback ou en running back, du coup? Parce que, en fait, tu vois, la question, c'est qu'on avait réussi à faire se débarrasser de Andy Reid de la position de fullback, qui est un petit peu obsolète quand même. Il y en a, enfin, c'est pas pour manquer de respect, mais il y a peu d'équipes maintenant qui gardent un spot juste pour un fullback, sachant que tu peux très bien demander à un running back de faire un running back un peu costaud, de faire le travail d'un fullback. Est-ce qu'il a un avenir chez les Chiefs? Il est non drafté, il fait le roster. Ça dépend de comment on va drafter en fait cette année. Si on draft un running back assez haut, qui n'est pas improbable, qu'on en prenne un. Moi, jour 2, ça ne m'étonnerait pas qu'on prenne un running back. Les jours de Carson Steele sont peut-être comptés, mais bon, il sera probablement dans le practice squad. Ouais, on aime bien. Non, moi je pense qu'il a un avenir. C'est un rookie. Cette saison, il n'a pas montré que des trucs horribles. C'est sûr que l'arrivée de Kareem Hunt l'a relégué un peu. Après, est-ce qu'on va re-signer Hunt ou pas? À voir. Donc, oui. Bien sûr. Je pense qu'il va rester encore une saison dans comment ça s'appelle, dans la room des running backs. Voilà. Il a plus d'avenir que Sky Moore avec nous, en tout cas, c'est sûr. Exactement. Urgence sur la OL, priorité à la draft. Au niveau des tackles, je pense tackle gauche. Vous en pensez quoi? Bah oui, là, on n'a pas trop le choix. T'as vu ma mock draft pour l'émission du Foot US à Z. Il y a quelques très bons tackle gauche. Donc t'enterres sur Mataya pour Demont? Ça me fait mal au cœur, mais c'était vraiment brutal ce qu'on a vu. Non, je ne l'enterre pas pour de bon. Il est très jeune, il vient d'avoir 21 ans. Exactement. Et il a un profil athlétique qui peut être hyper intéressant par rapport au jeu de Mahomes. C'est juste que niveau technique, il n'y est pas, il n'a pas les bons angles et tout ça. Donc parfois, c'est très brutal quand il se fait battre. Mais je ne l'enterre pas. Et puis, c'est la famille de Penei Sewell, non? Donc, ouais, c'est le cousin, je crois. C'est ça. Ouais, donc voilà, s'il arrive à ce niveau-là, moi, ça me va. Ouais.
Emilia, t'en penses quoi, toi? Je suis pas forcément d'accord parce que on va encore piquer probablement en 30, on espère en 32. On n'aura pas le meilleur tackle. Et encore une fois, on va prendre un mec un peu par défaut qui va être un projet. On n'aura jamais un tackle qui va être. Donc je me dis moi je préférais qu'on retrouve un mec un peu comme on avait eu l'an dernier, là, un vétéran. Alors je sais que c'est une rustine, hein, mais un peu comme un Humphries, tu vois, qu'on garde un an re-signer Humphries. Derrière. Si Humphries fait le taf pendant les playoffs, tu le re-signes pendant un an pour faire le. Exactement. Et derrière, tu as son matériel qui peut. Tu peux prendre un mec au deuxième, troisième tour. Moi, en premier tour, j'aimerais bien un cornerback. Parce que je trouve que McDuffie, quand on l'a vu quand Watson n'était pas là, il était vraiment seul. Ouais, il est seul. Il va falloir le re-signer. Enfin, on a quand même un paquet de mecs à re-signer là. Donc, bon. Ouais, il va y avoir du monde à bouger là. Ouais. Le match le match prochain, pour vous, Bills ou Ravens, qu'est-ce que vous préférez? Et il demande, pareil, sera-t-il décisif dans l'attribution de MVP? Le MVP, c'est la saison régulière. Donc, ça sera, à mon avis, le match-là, il n'en prendra pas. Les choix sont faits. Les votes ont déjà été faits. Les votes sont faits. Pour vous, Bills ou Ravens sur le prochain match? On fait rapide. Hein. Alors, la question, c'était qui on préfère? Ouais, qui on préfère le match face au kiff, si on passe. Moi, c'est les Bills parce que j'ai une affection pour les Bills et puis parce que je veux les taper. Juste parce que j'ai des copains dans la Bills Mafia et puis parce que ça parle beaucoup, les Bills, voilà, c'est beau, c'est l'équipe de l'Amérique maintenant, nous on est les vilains et tout, donc j'aimerais bien les taper en finale de conférence parce que ça leur briserait le cœur une nouvelle fois et je suis vraiment cruel, donc j'aimerais bien. Non mais t'inquiète pas, on soutient. On soutient. Il y avait la question de Hugues, mais Hugues, on a répondu, c'était savoir au niveau choix tackle, est-ce qu'on mettait Tunney ou pas. Tu peux toujours basculer pendant le match pour ça après. Si jamais c'est catastrophe, tu bascules pendant le match, tu remets Tunney à gauche. Hein. Et toi, pour Bills, juste pour Bills Ravens, moi je préfère les Ravens parce que j'espère que les Bills vont perdre à domicile ce week-end. Parce que ça leur fera encore plus mal. Et encore plus cruel que moi. Et parce que je pense que j'aime bien les Ravens, c'était le premier match de saison à domicile, ce sera le dernier. Et j'ai plus confiance en Lamar pour choquer en playoff que pour Allen. Et ça me ferait moins mal de perdre contre Lamar que de perdre contre les Bills. Voilà, c'est purement émotionnel. Mais voilà. Ouais, absolument. Et du coup, moi, je préfère n'importe lequel. De toute façon, moi, l'essentiel, c'est d'aller au Super Bowl. Le reste, je m'en fous. Et la dernière question, c'est un fan des Chargers. Trey Smith aux Chargers, vous pensez qu'il va signer pour 4 ou 5 ans? Voilà. Il faudra sortir 20 000. Non, c'est pas Emilia. Non, c'est pas Emilia. Mais voilà, un fan des Chargers qui voudrait Trey Smith chez lui. Bien sûr, faut y aller. 50, parce qu'il est jeune. Il est pour un mec qui va signer son premier contrat, il est jeune, il est élite. Ouais. Mais par contre, il va falloir payer à peu près 20 millions par. C'est le prix d'un top guard maintenant, 20 millions. Bien sûr. On a bien vu l'année dernière avec les Panthers quand ils ont été chercher des top guards, ce que ça leur a coûté, quoi. Ok. Très bien, on a fait le tour, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire, on le fera la semaine prochaine encore. C'est bien les questions. Ouais, c'est bien, j'ai vu ça sur d'autres podcasts et je dis pourquoi pas, ça peut animer la page. Non, je suis pas visionnaire, je copie ce que font les autres, ce qui marche. Très bien, on conclut là-dessus les copains. Merci les copains, à toutes. Et go kiff. Bon match samedi. Merci, ciao. Ciao tout le monde. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime, 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back, first down and goal to go. Play action fake, right side throw, touchdown! Kansas City, Mecole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game, 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs.
champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.